Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et pour ce nouveau numéro, on se penchera sur cette colère, celle de la diaspora africaine en France. La raison de la colère, pour ne pas dire les raisons de la colère, est simple. La réalité socio-politique que vit cette diaspora, marginalisée, stigmatisée, et ce, depuis l'arrivée de la première génération dans l'Hexagone. À un moment, il fallait de la main-d'œuvre pour effacer les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis, son destin est scellé, une classe populaire condamnée au bagne des cités HLM. Cette réalité brûle l'actualité actuellement, avec le drame ou la tragique mort de Naël, un franco-algérien de 17 ans, assassiné par un policier. La mort de Naël est-elle la mort de trop pour la diaspora africaine en France? Et la question à laquelle on tentera de répondre tout au long de cette émission. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de trois spécialistes des violences policières à caractère raciste. Mathieu Rigouste, sociologue, spécialiste de la violence policière à caractère raciste. Bonsoir Mathieu, merci de nous rejoindre. Merci. Et de Eliamine Setoul, sociologue et maître de conférence. Bonsoir Eliamine. Bonsoir. Et de Samir Bousnina, militant antiraciste. Bonsoir Samir. Messieurs, sans plus attendre, on entame cette émission et je commence avec vous, Mathieu. Vous avez consacré plusieurs ouvrages et plusieurs recherches à la violence policière, notamment la domination policière, une violence industrielle. Et dans ces ouvrages, vous revenez aux origines historiques de cette domination qui tend à se normaliser. Pour vous, elle trouve racine au sein même de l'empire colonial, n'est-ce pas ? Oui, disons que c'est une des généalogies principales. Il y en a d'autres. Il y a aussi le développement de la grande ville bourgeoise et la concentration des classes populaires misérables autour des centres d'accumulation du capital. Il y a aussi le développement du patriarcat et de la chasse aux sorcières. Mais l'une des colonnes vertébrales importantes, c'est la plantation esclavagiste avec la création de milices d'hommes en armes pour capturer les esclaves fugitifs, les soumettre, souvent en les humiliant, les mutilant parfois et parfois en les mettant à mort. Et la continuité de cette technologie de pouvoir à travers toute l'histoire coloniale, l'histoire de la police coloniale, mais aussi l'histoire de la prison coloniale, qui sont disons le terrain sur lequel, l'un des terrains principaux sur lesquels ont été formés le système de surveillance, de contrôle, de répression en métropole, avec une continuité permanente d'échange entre des savoirs et des pratiques, entre les situations coloniales et la situation métropolitaine. Eliamine, depuis les années 60, la violence policière est une réalité. La répression des travailleurs algériens en 1960, comme vient de l'indiquer Mathieu, la violence policière, la mort de Malik Ousskine en 1986 ou encore en 1992, la ferme d'Ebrahim Assouma et Boukari Koumaré. Et les exemples sont encore nombreux, toutes ces victimes. Je rappelle, c'est des jeunes de moins de 30 ans morts électrocutés en fuyant la police ou bien étouffés, passés à tabac durant des interpellations, des gardes à vue. Et comme durant l'affaire de Naël, on s'empresse, ou bien les médias s'empressent d'accuser les victimes et de salir leurs images, comme si un jeune Africain, arabe ou noir, ne pouvait être autre chose qu'une racaille. Je rappelle que le mot racaille n'est pas le mien. Samir, pourquoi cet acharnement sur les victimes ? Alors, ce qu'on a vu avec l'affaire Naël, finalement, c'est un phénomène assez classique, c'est-à-dire qu'on a une bavure policière qui va engendrer un phénomène d'étincelle, en fait, une espèce d'étincelle qui va embraser l'ensemble des banlieues françaises qui, comme vous l'avez dit, sont surreprésentées dans les phénomènes de discrimination. Donc, depuis 30-40 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, c'est-à-dire que les jeunes issus de l'immigration postcoloniale, africaine et maghrébine en particulier, sont surexposés aux discriminations ethniques, professionnelles, pour trouver un job, un stage, etc. C'est beaucoup plus compliqué que les autres. Et puis, ils sont aussi surreprésentés dans les phénomènes de contrôle aux faciès. Un noir en France a 8 fois plus de chances d'être contrôlé par la police, un maghrébin 6 fois plus. Et donc tout ça, dès qu'il y a une bavure policière, et ben en fait ça explose. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de vraie réflexion interne dans la police pour savoir comment on peut améliorer les choses en fait. Donc ces phénomènes existent depuis les années 70.
80-90. Il faut dire aussi qu'il y avait plus de bavures policières dans les années 70, 80, 90. La grosse différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, on peut filmer les scènes et les mettre en ligne sur YouTube, par exemple. Et du coup, ça affaiblit le discours de la police qui dit nous, on ne fait pas d'actes racistes, etc., etc. Donc, d'une part, il y a à la fois ces smartphones qui changent la donne. Et d'autre part, dans les quartiers populaires, on accepte beaucoup moins qu'avant le fait d'être discriminé, le fait d'être victime de racisme. Merci. Je passe à vous, Samir El-Bousnina, et à la lumière de ce que viennent de nous dire nos deux intervenants. Est-ce que vous pensez finalement que la violence policière est un projet politique ? Alors, la violence policière, je ne pense pas qu'on puisse dire comme ça brutalement que la violence policière est un projet politique. Je pense qu'elle fait partie d'une politique. Elle fait partie d'une politique. Et comme l'a dit Mathieu il y a quelques instants, il y a un continuum historique. C'est-à-dire que la police est raciste parce que elle est la police d'un État raciste. Donc il y a un continuum et il y a aussi une nécessité pour cet État de maîtriser, de contrôler et de soumettre, si je puis dire, justement les classes populaires en général et en particulier les classes populaires issues de l'immigration. Et on le voit. Moi, je pense que, alors déjà, c'était nécessaire pour moi de faire une toute petite insertion en disant que, bien sûr, on s'associe à tout le monde pour exprimer notre tristesse et notre compassion envers la famille de Nahel. Et il a été mis en terre aujourd'hui, donc voilà, je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour sa famille. Mais pour revenir au sujet du débat, voilà, c'est que comment dire, la situation qu'on vit là depuis quelques jours, elle n'est pas liée simplement à la mort de Nahel. Elle est j'allais dire, la mort de Nahel a agi comme un déclencheur, comme un détonateur d'une colère qui était étouffée et qui était latente. Et donc, ça a libéré toute une colère, justement, qui était, on l'a vu, partagée par énormément de personnes sur le territoire français. Et également dans les Outre-mer, car il ne faut pas oublier les Outre-mer et notamment la Guyane. Et donc, il ne faut pas penser que cette colère est vécue simplement par les jeunes. Les jeunes ont exprimé cette colère à leur manière. On en parlera peut-être également des modalités, j'allais dire, d'expression de cette colère. On va parler de ce point. Cette colère, et j'ai terminé, cette colère, elle est partagée par énormément de personnes. J'allais dire que beaucoup de personnes issues de l'immigration, mais également, et c'est aussi un point de, j'allais dire, une évolution, si je puis dire, par rapport aux émeutes qui avaient eu lieu en 2005, par aussi la gauche française qui a également évolué sur ces questions-là. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi d'avoir été long. Bien au contraire, vous faites bien de vous étaler aussi. Le débat est fait pour ça. Et bien évidemment, les mois face à la mort de Nahel est international, même si je peux dire cette violence ou cette mort abjecte a fait couler de l'encre et tout le monde a partagé la peine de la famille. Le racisme, vous avez parlé, Samir, maintenant de racisme ordinaire et de la différence entre le racisme ordinaire et du racisme d'État finalement. Mais où est-ce que le racisme ordinaire trouve racine dans le racisme d'État, à votre avis? Et j'aimerais aussi avoir l'avis des autres intervenants sur cette question. Alors, si quelqu'un veut commencer? Oui, c'est à vous. Ah, c'est à moi? Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, j'allais dire que, je veux dire, on peut pas avoir comme ça une position j'allais dire, d'autorité en disant oui, voilà, Ce qu'on peut dire, c'est que il y a des éléments, j'allais dire, objectifs. C'est-à-dire que je vais prendre des choses récentes. On va parler, par exemple, de la loi séparatisme. On va parler de très, très récemment, il y a quelques jours, une mesure qui empêche des jeunes filles portant le hijab de jouer au football. On va parler du traitement des faits de racisme dans le sport en France, etc., de la discrimination à l'embauche, au logement, en veux-tu, en voilà. Et on va voir que
structurellement, il y a comment dire, les institutions vont au minimum, comment dirais-je, ne pas lutter contre les discriminations et voire parfois vont j'allais dire, les encourager, en tout cas les faciliter. Les exacerber quelque part. Les exacerber. Donc là, on est au niveau institutionnel, on est au niveau de l'État. Par exemple, Ouria Boutelja parle d'un État racial intégral. C'est-à-dire que différentes institutions telles que par exemple la police, quand on voit que la police, il y a 80% au moins des policiers qui votent pour le Rassemblement national, on peut imaginer que, j'allais dire que cette structure va avoir plus tendance qu'une autre structure d'État à être raciste dans ses pratiques et dans ses j'allais dire dans ses pratiques, quoi. Et donc forcément, si vos institutions sont empreintes et sont structurées justement autour d'une différenciation entre, parce que par exemple, on sait que beaucoup d'hommes politiques parlent des racines judéo-chrétiennes de la France. Si vos institutions sont fondées sur justement une différenciation entre différents types de populations au sein d'un même pays, forcément, il va y avoir une influence, et notamment dans l'éducation, il va y avoir une influence sur le citoyen, et ce citoyen va, je pense, avoir tendance à répercuter ce qui lui est. Il va y avoir une forme de ruissellement, quoi, si on peut dire, des institutions vers le citoyen. Voilà. Très bien, merci. Mathieu, j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. Est-ce qu'à votre avis, le racisme ordinaire trouve racine dans le racisme d'État ? Je dirais qu'il y a une collaboration entre un racisme qu'on peut dire individuel, idéologique, culturel, de discours, et un racisme qui est ancré dans des structures sociales et historiques. Et du coup, là, sur ça, il faut bien voir que la société française, mais comme la plupart des sociétés impérialistes, des centres impérialistes, est complètement organisée autour d'un système de ségrégation socio-raciale. Les inégalités socio-raciales, elles traversent tous les domaines de la vie quotidienne. C'est dans la santé, dans le logement, à l'école, dans la rue, dans le travail, et donc bien entendu face à la police, face aux frontières, face à la prison. Et donc on a vraiment l'ensemble d'une société qui fonctionne et se reproduit. Et donc je pense aussi pour la question du capitalisme, se reproduit notamment autour de ce système-là. Et c'est ça aussi qui explique que l'État finalement entretient cette mécanique-là, parce qu'en fait il fonctionne autour de celle-là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans mon travail, je parle pas de bavure, mais plutôt on a un système organisé de ségrégation dont la police assure le maintien de l'ordre. Et pour que tout ça fonctionne, et ben en plus de la force, il faut de l'hégémonie, au sens il faut essayer de produire le consentement d'une partie de la population, et notamment d'une partie des classes populaires, en général celles qui ne sont pas directement touchées, c'est-à-dire les strates blanches par exemple, mais aussi de toute une partie de la population qu'il faut essayer de faire collaborer à un système qui est inégalitaire et qui finalement pour les classes populaires blanches ne lui sert pas tellement, si ce n'est à être la strate qui va être positionnée au-dessus des strates non blanches. Et donc pour ça, il faut produire des affects, il faut essayer pour faire participer, il faut construire une haine raciale dans la population. Et donc là, il y a une sorte de collaboration permanente pour produire ça, et qui passe notamment par les grands médias, par les médias dominants, mais pas seulement, qui traversent toute la culture à travers l'histoire. Merci Mathieu. Madame, Monsieur, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission. Liamine, je reviens vers vous et je commence avec vous cette deuxième partie. L'islamophobie, le racisme anti-noir, les réponses apportées à la radicalisation, le tout sécuritaire, sont-ils dans ce projet politique et social à l'égard de la diaspora africaine en France ? Alors, quand l'État français a commencé à lancer ces dispositifs de lutte contre la radicalisation, clairement, il y avait une focale un peu spécifique sur les quartiers populaires. Il est vrai que l'origine géographique des djihadistes français, par exemple, était quand même à 60-65% issue de quartiers populaires. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, parce que je pense qu'il faut apporter un peu de nuance, dire que la police tue ou que l'État est foncièrement raciste. Je pense que des policiers tuent, des policiers sont racistes, mais l'analyser comme ça de manière complètement structurelle, je pense que c'est un peu, à mon avis, un peu exagéré.
Au contraire, l'émission est faite pour ça, pour partager les idées, oui, pour apporter des éclairages. Donc, on vous écoute, Liamine. Oui, alors par exemple, dans les années 70, 80, 90, il y avait beaucoup plus de bavures, hein, comme je l'ai dit au tout début de l'émission. Vous prenez un livre, par exemple, comme Arabicide, qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Fausto Guidic. Il vous montre que ces bavures-là, c'était presque hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Donc toutes les 2 semaines, il y avait un jeune comme ça qui mourait de manière très bizarre avec une balle dans la nuque ou une balle dans le dos. Et très souvent, le policier était muté, il n'avais jamais de soucis. Et comme je l'ai dit, à cette époque, il n'y avait pas de smartphone, donc c'était la parole du policier contre la parole du jeune. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux, mais le fait qu'on ait des capacités à filmer en direct ces événements crée une pression sur la police. Et peut-être aussi la lutte qui a traversé la France pendant les années 90, notamment avec SOS Racisme. La lutte commence à capitaliser, j'imagine, à récolter aussi des graines. Oui, il y a eu aussi le militantisme, hein, la marche pour l'égalité en 83, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Par exemple, le fait d'être exclu quand vous êtes d'un quartier populaire, ça n'a pas changé. Le fait que la police ne réfléchit pas beaucoup sur son mode de fonctionnement interne, qui est un mode de fonctionnement par exemple, le système d'affectation des policiers. Très souvent, on met dans les banlieues les plus dures des jeunes policiers qui viennent de province, qui viennent de la campagne française. Et souvent, quand ils arrivent, ils ont peur. Déjà, ils sont mal vus par la population. En plus, ils ont un petit peu peur et du coup, ils ont aussi des modes de fonctionnement très, ils sont un peu aussi eux-mêmes dans la panique. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est aussi la formation des policiers. C'est la difficulté à faire évaluer les policiers par un organe indépendant. C'est-à-dire que quand un policier ne respecte pas le code de déontologie et qu'il fait une faute, il est évalué par des policiers. Donc il y a un esprit de corps, il y a un esprit de solidarité qui s'exerce. Et du coup, les sanctions ne sont pas forcément à la hauteur. La difficulté aussi des policiers d'être transparents, que chaque policier aujourd'hui doit avoir un code RIO, donc un numéro pour être identifié. Parfois, certains policiers ne mettent pas ce code pour ne pas être identifiés. Donc il y a vraiment un déficit de culture de transparence au sein de l'institution policière. Et malheureusement, la réponse qui est apportée aujourd'hui ne va simplement que reporter le problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'État est pris, il va essayer d'arrêter les casseurs, il va essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas d'autres jeunes qui meurent. C'est un peu la grosse pression aujourd'hui. Mais concrètement, il va y avoir aucune réflexion sur comment fonctionne la police française aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires. Et je crains que dans 2 ans, dans 3 ans, on ait encore ce problème-là, si on ne veut pas y réfléchir aujourd'hui de manière... Justement, la réflexion autour de cette question, elle a commencé notamment avec Jean-Luc Mélenchon qui propose de mettre un récépissé ou des caméras que porteraient l'ensemble des policiers. Est-ce qu'à votre avis, ça pourrait être une question, Eliamine ? Oui, ça serait une bonne chose. Alors, on a eu à l'époque de Jospin aussi la police de proximité qui avait commencé à être développée. Et ça marchait plutôt bien parce que quand vous mettez des policiers qui connaissent les jeunes, qui savent comment ils réfléchissent, comment ils évoluent, etc., on se rend compte que ça apaise les territoires. Et quand vous mettez des policiers seulement pour venir, pour réprimer, pour sanctionner, ça crée une tension structurelle. Donc oui, ce type d'initiative, je pense qu'il faut aujourd'hui les encourager. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur est favorable ? J'en suis pas convaincu. Merci Eliamine. Je passe à vous, Samir. On parlait tout à l'heure justement des traitements du média et du 2 poids 2 mesures, etc. Dans les médias français, on parle souvent de l'augmentation de l'esprit communautaire dans les quartiers populaires. Pensez-vous que c'est justement là le mépris tant dénoncé ? Je n'ai pas bien compris la question. Le mépris de qui ? Le mépris des médias français à l'égard de la jeunesse des quartiers, justement. Est-ce que c'est là en parlant de communautarisation. En parlant de communautarisation, en parlant d'augmentation d'esprit pas national, anti-français aussi un peu limite dans les quartiers, en faisant le parallèle directement avec ce qui se passe ici sur le continent à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. Oui, moi je dirais pas que c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui. Hein. Je dirais que c'est quelque chose qui est, comme je disais, il y a un continuum. Je veux dire, la France est un État qui a, je veux dire, une histoire coloniale, une histoire, j'allais dire, raciste de longue date, si je puis dire. Après, j'allais dire que ça prend différentes formes, mais l'objectif est toujours le même. Et Mathieu l'a très bien, j'allais dire. L'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, les structures, je veux dire, cherchent à fédérer une partie de la population que nous, par exemple, à Parole d'honneur, nous appelons les beaufs, on va dire les blancs des classes populaires, et de leur, j'allais dire, de leur faire croire que ils ont plus intérêt à s'associer à une bourgeoisie blanche que à se fédérer avec un prolétariat issus de l'immigration. Voilà, on est dans cette stratégie de l'État pour
conserver, j'allais dire, sa mainmise sur l'État global en soumettant les populations immigrées. Et justement, j'en viens à votre question, pour pouvoir également soumettre et convaincre une partie des Français que l'immigration est un danger, qu'elle menace l'identité, la véritable identité française, millénaire, etc. Il faut criminaliser, il faut créer une forme d'ensauvagement, j'allais dire, c'est-à-dire présenter nous ce qu'on appelle les indigènes, comme les indigènes de la République, comme des personnes justement qui sont en dehors de la société, qui haïssent la France et qui ne souhaitent que faire sécession. Notamment, on a entendu parler d'une loi qui s'appelle, en tout cas dont le nom, j'allais dire, usuel est la loi séparatisme. Donc, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que elle sous-entend qu'une partie de la population française souhaite se séparer du reste de la population pour créer une forme de contre-société, j'allais dire islamo-africano-arabe, quoi, on va dire, pour dire les choses un peu trivialement. Et bien sûr que cela est une incitation, notamment aux forces de police, à discriminer et à réprimer très fortement ces populations. Et d'ailleurs, pour recentrer, et j'aurais fini par là, pour recentrer sur l'affaire de Nahel et du crime policier dont il a été victime il y a quelques jours, bien sûr, il faut absolument qu'il y ait une abrogation de l'article 435-1 du code pénal, pardon, qui autorise donc justement ces tirs mortels, quoi. Donc voilà. Je reviens vers vous, Mathieu, à la lumière de ce que vient de nous dire Samir, qui parle de marginalisation. Il y a eu à plusieurs reprises des projets de ce qui a été appelé l'intégration ou l'assimilation. Pensez-vous que ces formules ou ces projets sont justement des outils de cette marginalisation ? Mais non, cette marginalisation, elle existe par des protocoles économiques, déjà de surexploitation, puis par des programmes sociaux qui vont toucher au logement, à l'urbanisme, etc. Je dirais que les programmes politiques qui exigent de l'intégration et l'assimilation, en fait, eux aussi, dans la droite ligne des programmes qui s'appelaient déjà comme ça, d'assimilation pendant la colonisation, cherchent principalement à obtenir une sorte de consentement, de participation de strates dominées de tous les points de vue. Et on le voit aussi à travers l'histoire. En fait, c'est un horizon qui est absolument indépassable. Les médias et la classe politique n'ont jamais cessé de négliger cette intégration, cette assimilation. Alors que finalement, en fait, se lever aujourd'hui pour défendre la mémoire, pour rendre hommage à un jeune qui a été tué par la police, finalement, ça, c'est un vrai signe de participation à la société. Et du coup, j'aurais réagi aussi à quelques autres choses qui ont été dites, parce que, bon, par exemple, je le redis, mais bavure, c'est vraiment une prénotion, ça nous empêche de penser. On est vraiment face à un système. Et pour le redire, la citation qui a été donnée de Fausto Giudice dans Arabicide, justement, l'historien nous montre que, lui, il parle des crimes racistes et sécuritaires. Et il nous montre qu'il y avait effectivement beaucoup plus de crimes racistes contre les personnes désignées comme arabes dans les années 70 et 80, et qu'en fait, le relais a été pris par la police. C'est-à-dire que ce nombre de morts tués par des individus a diminué et il n'a jamais cessé d'augmenter dans la police. Et là, donc là, on peut se redire ça aussi, parce que c'est l'inverse qui a été dit tout à l'heure. Le nombre de personnes tuées par la police ne cesse d'augmenter tout au long de la restructuration néolibérale. Et ces dernières années, il a même doublé. On est autour d'une quinzaine de morts dans les quartiers populaires par an il y a encore 5 ans, essentiellement des Noirs et des Arabes. Et on est passé entre 25 et 30 aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer avec qui va en encadrant finalement l'augmentation de la précarité et des inégalités. Est-ce que vous pensez pas que si aujourd'hui on a l'impression que les crimes policiers ont reculé, c'est parce que la guerre d'image commence à être en faveur des quartiers populaires finalement, comme nous l'a dit Liamine tout à l'heure, qui peuvent aussi montrer ce qu'ils subissent?
Je ne sais vraiment pas qui a cette impression que les crimes policiers reculent, mais alors ni les habitants des quartiers populaires, ni les sociologues critiques qui travaillent dessus, ni les observateurs honnêtes. Il n'y a absolument aucun recul. Il y a une montée en puissance des luttes, des résistances, qui justement apprennent de leur dégénération et puis qui s'adaptent. Et donc il y a effectivement un mouvement de fond, auto-organisé, conscient. Et c'est ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que là, on est face à un mouvement de colère généralisé, mais on est aussi face à un mouvement qui est auto-organisé, qui est profondément politique. Et une émeute, on a souvent l'idée que c'est une émotion comme ça, mais en fait, pour organiser ces révoltes, en fait, il faut se voir un moment avant, il faut s'organiser dans la journée. Ça demande une véritable conscience politique, et puis ça demande c'est une mise en danger, c'est une prise de risque, etc. Et les cibles de ces révoltes, c'est principalement des commissariats, des préfectures, des postes de police, des prisons. Et donc et puis il y a aussi des cibles économiques comme des supermarchés. Donc voilà, on est face à un mouvement qui est profondément politique, qui est une révolte clairement consciente, et pas simplement c'est traversé par la colère, mais c'est pas simplement ça. Je vois que Samir a envie d'intervenir, mais j'ai une question à lui poser justement. Et même Mathieu commence à en parler. Dans les médias, on parle beaucoup du fait qu'il y ait de la casse, du fait qu'il y ait des émeutes, mais on ne parle pas des objectifs de cette mobilisation, comme vient de le signaler Mathieu, qui est une mobilisation politique. Déjà, Samir, quels sont les objectifs de cette mobilisation ? Alors, je voudrais pas, parce que peut-être El Yamine voulait intervenir, parce que El Yamine, peut-être vous voulez intervenir. Yamine, allez-y, mais brièvement aussi. Celle-ci que j'ai lue, moi, c'est qu'il y avait quand même une baisse structurelle. Là où baisse structurelle du nombre de morts dues à la police. Et d'ailleurs, si Nahel n'avait pas été filmé par une personne par hasard, ça aurait été la parole du policier contre celle du jeune, et on n'aurait certainement jamais entendu parler de l'histoire, elle aurait été classée. Là où la dimension postcoloniale me semble intéressante, c'est qu'après la fin de la guerre d'Algérie, vous avez tout un ensemble de Français d'Algérie, des rapatriés qui vont être placés dans la fonction publique française. Une partie va être placée dans la police et va dupliquer un petit peu les pratiques qu'il y avait à l'époque de l'Algérie coloniale. On savait très bien que l'Algérie coloniale n'était pas l'Algérie, n'était pas la France, même si administrativement c'était la France. Toutes les formes de violence qui s'exerçaient sur le territoire colonial vont se dupliquer en fait en métropole, notamment dans le sud de la France. Beaucoup de rapatriés vont aller du côté de Perpignan, Marseille, Toulouse, Toulon. Et on sait que dans ces commissariats, très souvent, il y avait des pratiques, je dirais, borderline, qui étaient la norme dans l'Algérie coloniale, en fait. Là, il y a une dimension postcoloniale qui me semble intéressante et tangible. Mais sinon, il ne faut pas partir, à mon avis, sur des grandes théories, parler de l'Empire, etc. Ça me paraît parfois un peu déconnecté de la sociologie concrète qu'on observe aujourd'hui. Très bien, merci. Alors, Samir, est-ce que vous vouliez répondre à ma question, s'il vous plaît? La sociologie concrète s'inscrit quand même dans un contexte, j'allais dire, historique, quoi. Je veux dire, et on peut pas déconnecter justement la réalité matérielle vécue notamment par les classes populaires et les populations immigrées en France de l'histoire. J'allais dire l'histoire de France au moins des 100 dernières années, quoi. Je veux dire, ça me semble impossible de déconnecter ces deux choses-là, quoi. Mais bon, peu importe. Mais pour parler ensuite parce que vous parliez un peu des objectifs. Les objectifs de la mobilisation, on oublie souvent, les médias n'ont pas parlé beaucoup de cette question, mettant l'accent beaucoup plus sur les violences qu'il y a eu durant les manifestations. La mobilisation, elle prend plusieurs formes. Elle prend une forme j'allais dire, de réaction, de colère, d'accord. Voilà, certains parleront de révolte, certains parleront d'émeute. Bon, moi, je suis pas trop sur la sémantique. Moi, je suis plus sur le fond. Déjà, il ne nous appartient pas déjà j'allais dire, de condamner ou d'encourager ces mouvements, cette expression de colère, c'est-à-dire que ni la condamner parce que voilà, cette colère, on peut considérer qu'elle se base sur un fait, j'allais dire quasiment incontestable, vu qu'il a été filmé, la mise à mort à bout portant d'un jeune de 17 ans, Nahel, et il nous appartient pas non plus de l'encourager. Et ça, je suis très très ferme là-dessus, parce que les personnes, et notamment beaucoup de jeunes hommes noirs et arabes des quartiers,
qui participent vont être... On vous entend pas, Samir. On vous entend. C'est pas grave, je reviens vers vous. Yamine, j'ai une question à vous poser. Dans les médias français, même au sein des militants, etc., on parle souvent de fascisation, si je peux utiliser ce terme, de la police française. Quel commentaire faites-vous justement sur ce point du syndicat de la police française? Alors c'est clair que dans la communication syndicale, bon déjà on a des syndicats qui sont très à droite, voire à l'extrême droite, donc est-ce qu'ils sont plus racistes qu'avant? Je ne sais pas, mais par contre, c'est vrai que de manière générale, en France, depuis 20 ans, on a quand même une droitisation du discours, c'est-à-dire qu'on entend à la télévision des choses qui auraient, par exemple, été inacceptables il y a 15 ou 20 ans. Donc, on a un déplacement du curseur vers la droite, et c'est vrai que ce qu'on a pu entendre, par exemple, d'une personne comme Éric Zemmour aux dernières élections présidentielles, ça aurait été choquant il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça l'est moins, donc c'est comme si la société dans son ensemble s'était droitisée, voire extrême droitisée. Et du coup, on entend des choses à 20h sur BFM, par exemple, qui auraient été choquantes il y a 10 ou 15 ans. Et ça me paraît effectivement une vraie tendance. Mathieu, je reviens vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité pour le capital de se maintenir et de continuer à évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut maintenir la jeunesse de ces quartiers éloignés ou marginalisés pour justement avoir une main-d'œuvre pour faire évoluer ce capital? Oui, très clairement, et je pense que c'est pas nouveau en fait. Si on approche ces questions-là sur la longue durée et à travers des perspectives globales comme les théories du système monde, en fait, il n'y a pas de moment où le capitalisme n'est pas racial. Il se développe mondialement entre le 15e et le 17e siècle à travers l'esclavage et la colonisation, et donc notamment en créant la catégorie, la culture raciale, mais aussi la suprématie blanche qui va avec. Et il faut se dire aussi que c'est un capitalisme patriarcal qui se développe mondialement. Et donc ça, c'est quelque chose qui va organiser, structurer la plupart des systèmes politiques et économiques dans le monde à travers la modernité. Et donc oui, aujourd'hui, après, il y a des moments où je pense qu'il faut pouvoir penser simplement la question du racisme sans forcément voir ses imbrications. Mais en tout cas, ça fonctionne ensemble très clairement. Et ce capitalisme en France, et notamment dans les centres impérialistes, oui, il repose sur des rapports de surexploitation, aussi ce que l'approche marxiste des fois a pu appeler la main-d'œuvre de réserve du capital à travers le chômage, etc. Il faut se dire aussi que pour les centres impérialistes, et je pense notamment aux États-Unis, mais aussi à des pays comme Israël, et la France joue un rôle fondamental dans tout ça, c'est que les quartiers populaires sont aussi les terrains sur lesquels la police teste, met en vitrine toute une série de technologies de surveillance, de répression, de contrôle qu'à la suite, elle vend à l'international. Et donc, il y a cette fonction laboratoire, mais elle n'est pas seule. C'est-à-dire que d'abord, l'enjeu pour le pouvoir, c'est de maintenir un ordre social inégalitaire. Sauf que dans le même temps, en fait, et c'est au cœur du capitalisme contemporain, il y a une logique qui consiste à faire du business, avec un business mondial, avec cette répression et avec cette surveillance et finalement avec ce système de ségrégation. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en Europe ou en particulier en France, la lutte contre le racisme est une lutte de classe finalement ? Ça, c'est aux exploités, aux opprimés de le dire. Oui, moi, je pense qu'il y a une lutte de classe, mais dans tous les domaines. En fait, il y a une lutte, on pourrait l'appeler une lutte de classe aussi sur la question du racisme, sur la question du patriarcat, sur tous les rapports de domination finalement, où il y a un enjeu, en tout cas, à ce que les exploités, les opprimés, les dominés réussissent à créer du commun, à se donner de la force, et puis finalement à créer des organisations ou des mouvements qui soient capables de changer les choses. Après, les idées, les théories qui doivent amener ce changement général, je pense que c'est justement aux opprimés de les construire par elles et eux-mêmes. Je reviens vers vous, Yamine. L'état d'urgence a été décrété. Est-ce que cet état d'urgence pourrait intensifier l'esprit d'apartheid, si je peux me permettre ce parallèle avec ce que vivent les jeunes dans les cités ? Est-ce qu'il pourrait renforcer l'esprit d'apartheid ? Alors, il pourrait renforcer peut-être les violences, puisque les citoyens de ces quartiers auraient l'impression d'être encore plus stigmatisés. Moi, je voudrais revenir sur un élément qui me semble important, un élément structurel.
c'est que cette génération, il faut bien comprendre qu'elle est totalement assimilée culturellement. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui parlent français, qui rêvent en français, voilà, c'est la deuxième, troisième, parfois quatrième génération. Donc, ils parlent pas l'arabe, ils sont vraiment déconnectés de leurs origines. C'est justement l'inverse de ce que vivaient leurs parents qui étaient, ou leurs grands-parents qui étaient totalement intégrés du point de vue économique, notamment à l'époque des 30 Glorieuses, où ils avaient une fonction sociale, ils avaient un salaire, etc. Mais souvent qui parlaient pas bien français, qui n'étaient pas intégrés culturellement. Là, on a l'inverse, on a des jeunes qui sont totalement intégrés, assimilés du point de vue culturel. D'ailleurs, ils participent à la culture du pays, dans la chanson, la culture, etc. Mais beaucoup sont exclus du point de vue économique, en fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, quand ces jeunes rentrent dans les magasins, etc., c'est vraiment vouloir accéder aux ressources de ce pays et accéder aux ressources économiques, aux richesses. Et moi, je vois beaucoup plus des jeunes futurs, des jeunes consommateurs du système libéral que l'avant-garde d'une société plus juste, plus égalitaire, etc. Enfin, c'est comme ça que je les perçois. Très bien, merci. Je reviens vers vous, Samir. La France a été épinglée à plusieurs reprises par des institutions internationales, notamment en 1992 ou encore cette année. Mais les choses n'ont pas changé. Pourquoi ? Alors oui, déjà, on peut rappeler... Alors, avant de répondre à cette question, parce que apparemment, j'ai eu un problème de... Vous avez eu un problème de sang, on n'a pas eu votre réponse, effectivement, tout à l'heure. Vraiment, en 10 secondes, c'est-à-dire que dire que voilà, nous n'encourageons, ni nous ne condamnons les formes d'expression de la colère. D'accord ? Il y a eu, là, on voit depuis quelques jours que la colère s'exprime d'une certaine manière, on va dire. Voilà, certains parlent d'émeutes, certains parlent de révolte. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un débat sémantique. J'ai juste envie de dire que condamner, c'est-à-dire de manière, j'allais dire absolue, ça me semble être une erreur parce que en fait, les formes de lutte ne sont pas choisies et décidées. Elles sont la plupart du temps contraintes. Et lorsque justement les populations étrangères, immigrées et notamment musulmanes sont empêchées, je pense là à la dissolution par exemple du CCIF, du collectif contre l'islamophobie en France qui a été dissous, et donc alors qu'il faisait un travail tout à fait, j'allais dire républicain, si on peut utiliser ce terme, on voit bien que lorsque nous cherchons à avoir une autonomie politique dans les modalités d'action, eh bien, l'État essaye justement d'empêcher et de brièvement, Samir, s'il vous plaît, brièvement. Voilà. Et ensuite, pour parler de ce dont vous parlez, c'est-à-dire de la condamnation, évidemment, et la France est épinglée régulièrement, que ce soit sur la politique carcérale. Les conditions carcérales en France sont désastreuses. Que ce soit sur les conditions justement de pratiques policières, et là notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a fermement condamné ce qui s'est passé avec Naël, et également sur la dimension de l'islamophobie en France. La France est, j'allais dire, vraiment l'un des plus mauvais élèves en Europe et dans le monde sur ces questions-là, et donc on voit bien qu'il y a une dimension étatique, une dimension systémique de ces politiques répressives et discriminatoires. Merci Samir. Mathieu, un dernier mot brièvement. Je crois que notre invité est plus là. Mathieu, un dernier mot brièvement. Brièvement, s'il vous plaît. Moi, je vais pas vous parler en sociologue, je vais vous parler en personne révoltée, elle aussi. Il y a un enjeu fondamental à ce qu'on écoute la parole et des jeunes et des adultes, de toutes les personnes qui subissent à la fois la police, mais aussi le système de discrimination. Et il y a un enjeu en termes d'engagement, d'organisation pour avant même un changement global de société, en fait, pour arracher le droit à la vie et le droit à la vie digne pour toutes et tous. Et donc on est dans un moment extrêmement important en termes de solidarité à construire, et parce que il faut absolument que ça s'arrête. Mais là, je reviens dessus, à mon avis, ça s'arrêtera pas sans un changement complet de société. Un dernier mot, Liamine.
Écoutez, oui, je crois que, comme mes invités, je rejoins Brièvement l'idée, aussi, s'il vous plaît. En France, il y a une forme de fabrique sociale de la radicalité, c'est-à-dire que la non-reconnaissance de l'islamophobie, le fait d'avoir une police qui ne s'interroge pas beaucoup sur ces pratiques, le fait d'avoir des discriminations depuis plus de 3-4 décennies dans les quartiers populaires et qui a finalement assez peu de réponses sociales. Macron a mis de côté le rapport sur les discriminations qui est sorti il y a 2-3 ans, il l'a mis dans un tiroir, il a mis de côté le plan Borloo, donc toutes les réponses sociales aux logiques de discrimination vécues par ces segments de population ont été mis de côté, donc ça augure rien de bon pour les années à venir. Très bien, merci Liamine. Messieurs, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce cap sur l'Afrique. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous.